Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République, son Excellence Paul Kagame, a exhorté les dirigeants des différentes institutions publiques à réformer leurs méthodes de travail et à cesser de répéter les mêmes erreurs. À Vienne, en Autriche, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a rencontré le directeur général de l'agence autrichienne de développement, Bernd Brunner. Plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, son Excellence Paul Kagame, a exhorté les dirigeants des différentes institutions publiques à réformer leurs méthodes de travail et à cesser de répéter les mêmes erreurs, avertissant que de telles pratiques continuent de freiner le développement des citoyens. Les détails avec Michel Iladokunda. La réunion consultative a rassemblé des responsables issus du gouvernement central et des administrations locales. Elle visait à renforcer une gouvernance centrée sur le citoyen, améliorer la coordination et rehausser la qualité des services publics. Le ministre de l'administration locale, Dominique Habimana, a reconnu que la mauvaise qualité des services demeure l'une des principales plaintes des citoyens et continue d'entraver le développement. La première priorité est d'améliorer la prestation des services, ce qui reste encore lent et les citoyens sont souvent contraints de se déplacer d'un endroit à un autre pour y accéder, ce qui nuit à leur bien-être et à leur développement global. Nous avons pris l'engagement d'améliorer ces services en commençant par ceux liés au foncier, au logement, à l'agriculture, entre autres. Nous faisons également face à des défis en matière de suivi et d'évaluation des projets de développement. Nous devons renforcer considérablement nos efforts afin de garantir leur bonne mise en œuvre et leur achèvement pour qu'ils produisent les résultats attendus. Les échanges ont principalement porté sur un développement répondant aux préoccupations des citoyens ainsi que sur les problématiques touchant les familles rwandaises. En clôturant la réunion, le président de la République Paul Kagame a critiqué l'excuse récurrente de certains dirigeants qui, lorsqu'ils sont appelés à rendre des comptes, affirment avoir oublié, soulignant qu'il s'agit d'un problème ancien. Il les a mis en garde contre les erreurs répétitives. Transformer les ressources publiques en biens personnels, pourquoi cela se produit-il? Est-ce motivé par l'intérêt personnel, par le désir de tout garder pour soi au lieu de partager pour le bien commun? Quel est réellement le problème? Je veux en comprendre la cause profonde, car il doit bien y en avoir une. Nous convenons tous qu'il s'agit d'erreurs. Mais qu'est-ce qui les provoque? Vous qui êtes ici, qu'en pensez-vous? Je crois qu'il existe plusieurs raisons et la première est le mauvais comportement, notamment l'arrogance. Une telle arrogance peut vous conduire à détruire votre propre pays pendant que vous vous livrez à ces pratiques. Vous êtes arrogant, même lorsque vous n'avez rien. Si vous aviez quelque chose, je pourrais comprendre. Mais pourquoi être arrogant quand vous n'avez rien? De quoi êtes-vous réellement fier? Le chef de l'État a également rappelé les dirigeants leur responsabilité de promouvoir l'intérêt général et d'éviter les mauvaises pratiques, notamment la corruption qui freine le développement. Dieu nous a créés égaux. Vous avez la connaissance, l'intelligence et le cœur. Vous devriez être capable de comprendre cela. Vous devez utiliser votre sagesse, votre compassion et vos compétences, surtout si vous avez reçu ces capacités au service du pays. Lorsque le pays progresse, vous en bénéficiez également. Il est impossible de bien travailler, de contribuer au développement national et de n'en tirer aucun bénéfice. Mais vous ne pouvez pas travailler uniquement pour votre propre intérêt en espérant que le pays en profite. Pire encore, utiliser les ressources du pays à des fins personnelles. Placée sous le thème Umuturage ku isonga ou encore le citoyen au centre, cette réunion a porté sur la promotion d'un développement centré sur le citoyen, l'amélioration de la prestation des services et le renforcement des familles.
Il a été indiqué que les institutions de gouvernance locale offrent actuellement environ 232 services, dont une grande partie est désormais numérisée. Toutefois, malgré ces avancées, la satisfaction des citoyens est en baisse. En 2023, 78,2%. En 2024, 75,8%. Et en 2025, 71,7%. Cette tendance à la baisse a été soulignée comme une préoccupation majeure nécessitant des mesures urgentes. Le Parlement du Rwanda a accueilli ce lundi après-midi les célébrations de la Journée internationale de la francophonie, une occasion de promouvoir la langue française et de mettre en avant le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction d'un monde pacifique. Le député Balindu Luteuka a pour sa part insisté sur les opportunités qu'offre le français malgré les défis auxquels font face les pays francophones. Dans l'après-midi de ce lundi, le Parlement du Rwanda a accueilli les célébrations de la Journée internationale de la francophonie, placée sous le thème du rôle de la jeunesse dans la construction d'un monde pacifique. Le député Barinda Ruteuka a souligné l'importance de l'usage de la langue française, ainsi que les opportunités qu'elle offre malgré les défis auxquels font face les pays francophones. Votre présence, comme je venais de le dire, témoigne un engagement commun à la langue française et ses valeurs de diversité, de l'unité et de la solidarité et la coopération. Honorables sénateurs et députés, chaque année, le Parlement du Rwanda s'est joint à la communauté francophone pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. Cette célébration constitue un moment privilégié de valorisation de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique qui caractérise l'espace de la francophonie, l'espace francophone. Il est important de souligner qu'au moment où nous célébrons la Journée internationale de la francophonie, le français est la quatrième langue la plus parlée après, avec près de 400 millions de locuteurs à travers le monde. Ceci, c'est un rapport récent qui a été publié au Québec. En 2026, le thème est placé sous le signe de la jeunesse avec le thème central de Génération Paix, la contribution de la jeunesse pour un monde beaucoup plus apaisé. En effet, la jeunesse constitue une partie importante de la population mondiale et c'est au Rwanda, la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse de 16 à 30 ans, représente 27% de la population du Rwanda. Donc, que ce soit la génération du monde, que ce soit la jeunesse du Rwanda, c'est une force active pour un monde meilleur. Mais il y a des prérequis. La jeunesse aujourd'hui fait face aux défis qu'on appelle des défis contemporains, et les défis qui sont liés notamment au conflit, que ce soit dans le monde, mais aussi au niveau de la région, les inégalités, la désinformation et le repli identitaire. Mais ce monde contemporain aussi offre des opportunités et des solutions, notamment celles qui sont liées aux nouvelles technologies et des avancées numériques et à une éducation inclusive. À cette occasion, des jeunes Rwandais engagés dans le domaine de l'art et de la culture ont rappelé l'importance de préserver la paix, notamment dans un pays marqué par le génocide perpétré contre les Tutsis de 1994. Parmi eux, Karume Fifi a témoigné de l'utilité de la langue française dans son parcours. J'utilise la langue française comme arme qui me permet de pouvoir sensibiliser et communiquer les gens pour la paix. J'ai dit d'abord merci à notre gouvernement pour toutes les activités citées qui permettent aux jeunes de pouvoir se croiser et leur permettre de pouvoir communiquer. Moi, je vais juste insister sur l'effet de dire que
la paix, ça se cultive. Que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national, la paix se cultive. Et on ne peut pas cultiver la paix si nous ne sommes pas ensemble. Ça veut dire, je vais insister sur le fait de pouvoir ramener les jeunes dans des activités. Vous savez, quand vous amenez des jeunes de différents milieux dans une activité commune, ils vont pouvoir développer une amitié, ils vont pouvoir parler, et c'est en parlant qu'ils créent l'amitié, c'est en parlant que cette paix commence à naître. Aujourd'hui, la francophonie rassemble plus de 400 millions de lecteurs et de maires en levier de l'éducation, de diversité culturelle et de coopération entre les peuples. À Vienne, en Autriche, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a rencontré le directeur général de l'agence autrichienne de développement, Bernd Brunner. Les détails avec Michel Iladoukounda. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe et le directeur général de l'agence autrichienne de développement, Bernd Brunner, ont échangé sur les priorités communes entre les deux pays ainsi que sur les moyens de soutenir les objectifs de développement durable que le Rwanda s'est fixés à long terme. Par ailleurs, le ministre Nduhungirehe a participé la veille à une conférence internationale placée sous le thème « Tirer les leçons du passé, construire l'avenir », Mémoire, réconciliation et reconstruction, le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe a indiqué qu'aujourd'hui l'idéologie du génocide ainsi que sa négation et sa banalisation prennent une ampleur croissante. Il a cité l'exemple de l'Est de la République démocratique du Congo, où des idéologies extrémistes continuent de cibler les Congolais d'origine Tutsi, en particulier les Banyamulenge. Selon lui, cette situation alimente les violences et les massacres dont ils sont victimes, tout en contraignant d'autres à fuir leur foyer. Il a appelé la communauté internationale à éviter de répéter les erreurs commises en 1994 lors des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, alors que le monde est resté passif. Enfin, le ministre Nduhungirehe a également rencontré les membres de la communauté rwandaise vivant en Autriche. Les échanges ont porté sur leur rôle dans le développement du pays, le renforcement des initiatives communes, ainsi que la préservation de la culture rwandaise et de la langue kinyarwanda auprès des jeunes générations. La littérature francophone mondiale a rendez-vous cette semaine à Kigali. Parmi les temps forts de ces rencontres internationales du livre, une voix singulière se fera entendre ce jeudi, celle du docteur Christian Nizimira, médecin, auteur et pionnier de la médecine palliative. Il vient de présenter son ouvrage Concept Safari, un livre qui dépasse le cadre médical pour questionner notre rapport à la fin de vie à travers le prisme de nos cultures africaines. Pour en parler, il sera en dialogue avec l'écrivaine Dominique Sélis. Ce sera ce jeudi après-midi à l'Institut français. Un échange à ne pas manquer et que nous avons le plaisir d'aborder aujourd'hui sur notre plateau. Bienvenue, docteur. Merci. Oui, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci. À chaque fois qu'on a l'occasion d'échanger sur ce livre si intéressant qui a capté l'attention de tellement de monde depuis sa sortie. Oui, donc vous participez à ces rencontres internationales du livre francophone avec ce livre. Le titre Concept Safari est assez intriguant, ça c'est vrai. Quel voyage proposez-vous aux lecteurs à travers cet ouvrage et pourquoi avoir choisi ce pont entre la réflexion médicale et le récit de vie? C'est un voyage entre trois personnes. La souffrance, d'abord, qui parle de la souffrance du médecin, qui, face à cette vulnérabilité, s'est dit peut-être que ma médecine a échoué. C'est le voyage aussi du patient, qui, face à la mort, s'est dit est-ce que j'ai tout fait? C'est aussi la souffrance des familles, qui se disent est-ce que nous avons tout fait pour notre patient?
Donc il fallait réunir un peu dans ces livres, un peu comprendre un peu la souffrance de ces 3 personnes. Et pour moi, le concept de safari me paraît le titre le plus approprié parce que quand on parle de safari en swahili, je pense que c'est un voyage. Mais il y a des personnes qui en parlent, qui pensent plutôt à un voyage pour visiter un peu la savane et les animaux. Mais moi, c'était plutôt un voyage de pouvoir comprendre la souffrance entre un médecin, les patients et aussi la famille. Le sens premier donc, de ce mot safari. Vous avez été l'un des premiers à plaider pour l'intégration des soins palliatifs dans le contexte culturel rwandais et africain. Comment ce livre permet-il de déconstruire certains tabous liés à la souffrance et à la fin de vie, surtout dans nos sociétés? J'aime bien un mot que tu as utilisé, déconstruire. Mais il ne suffit pas simplement de déconstruire, il faut aussi reconstruire. Ce livre permet d'abord de pouvoir comprendre, après j'ai presque 20 ans en train de faire le soin palliatif, et je n'ai jamais vu des patients où les familles disent nous aimerions peut-être avoir la maison ou quelque chose de matériel. C'est beaucoup plus identitaire. On a envie de retrouver son identité quand on arrive surtout vers les patients, vers la fin de vie. Et les familles se sentent aussi connectées aux patients par rapport à cette identité. Et je me suis rendu compte que dans ma pratique, on avait cet aspect trop médicalisé, mais pas nécessairement identitaire vis-à-vis du patient et de son besoin. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu déconstruire, mais aussi reconstruire pour amener cette identité vis-à-vis des besoins du patient d'abord, mais aussi vis-à-vis de la société et de l'écosystème du patient. Et ça, c'était très important de pouvoir comprendre un peu sur le choix, de pouvoir comprendre sur les besoins, de pouvoir comprendre les directives, les approches qui sont totalement différentes par rapport à ce que la médecine propose, qui est uniquement sur l'aspect physique, mais aussi ce que la communauté propose, qui tient en compte l'aspect social, l'aspect spirituel et l'aspect psychologique. Est-ce qu'on peut être un peu plus concret, je ne sais pas, avec des exemples s'il y a... Oui, je peux vous donner un exemple qu'on voit souvent à l'hôpital, c'est sur ce qu'on appelle, nous, l'autonomie du patient, c'est-à-dire le choix du patient à décider quel traitement ou quels soins il aimerait. Si vous allez dans un contexte européen, c'est les patients qui décident complètement à 100% de ce qu'ils veulent. On a aussi ce contexte aussi dans l'aspect médical au Rwanda, mais il y a aussi cet aspect communautaire où il y a la responsabilité communautaire parce que c'est souvent les familles qui prennent en charge les patients, qui nourrissent les patients et qui payent les factures du patient. Donc il a fallu aussi mettre en compte cet aspect communautaire, pas sur le choix nécessairement de soins, mais surtout sur la responsabilité et comment créer cette intersection entre l'autonomie du patient et la responsabilité communautaire pour la prise décisionnelle. Et ça, c'est très important parce qu'on voit aussi que les familles souffrent, parce que les familles pensent qu'il faut peut-être beaucoup plus dépenser pour alourdir un peu la souffrance qu'elles ont. Et les patients aussi pensent qu'il faut peut-être aller ailleurs. Alors, je pense que les médecins jouent ce rôle de réconciliateur. Et pour moi, ça, dans l'aspect culturel rwandais, c'est quelque chose d'important où on a toujours la réconciliation comme plateforme et pont par rapport à ça. Absolument, et c'est vrai que ça enlève un poids supplémentaire qui allait être sur les familles et surtout sur les patients en fin de vie qui doivent aussi régler toutes ces histoires, mais cette fois-ci, si c'est pris en compte par les médecins, c'est encore mieux. Alors, jeudi, je le disais, vous partagerez la scène avec Dominique Sélis. En quoi ce dialogue entre votre expertise médicale, disons, et sa plume littéraire enrichit-il la compréhension du message que vous portez dans ce livre Concept Safari? Je pense que l'intersection, c'est l'aspect littéraire. C'est que cet aspect littéraire qui nous unit, même si Madame Sélis est beaucoup plus dans la fiction et que moi, je suis plus dans l'écriture du vécu et de la réalité. Mais ces dialogues, je pense qu'on le saura peut-être après les rencontres. Mais pour moi, ça serait de pouvoir comprendre les deux aspects, les deux perspectives un peu par rapport à cela et de pouvoir dire qu'on peut être dans la fiction, mais vivre dans la réalité, tout comme vivre la réalité dans une fiction. Et ça, c'est aussi important pour l'aspect médical parce que des fois,
on est obligé de créer une vie dans l'expérience avec les patients et les familles pour être sûr qu'ils puissent appréhender et comprendre un peu l'état, je peux dire, médical dans lequel ils sont en train de passer. Souvent, certaines réalités où nous n'avons pas de mots. Et des fois, il faut mettre les mots sur les mots. Et ça, c'est la partie la plus importante. Et je pense que ce que Mme Célis propose avec je pense dans ces dialogues-là, c'est de pouvoir dire, est-ce qu'on peut trouver des mots sur les mots en créant une autre fiction dans la réalité et à vivre la réalité dans cette fiction. Oui, alors, Kigali accueille les rencontres internationales du livre francophone. Selon vous, en quoi la présence d'un auteur et médecin, rwandais aussi, dans une telle programmation symbolise-t-elle la vitalité et la diversité du paysage intellectuel rwandais? D'abord, merci à l'Institut français de pouvoir m'inviter pour ça, parce que je pense que si je me trompe, ce sera une première pour un médecin de pouvoir venir partager un peu par rapport à cela. Mais je pense aussi que c'est une opportunité. Moi, je vois ça plus une opportunité où un aspect où la médecine est souvent... Ici au Rwanda, on n'a pas beaucoup de livres, je pense, d'aspect médical. Et pour moi, je pense que c'est une opportunité pour venir comprendre. Et moi, j'invite les personnes qui aimeraient qu'on puisse parler vraiment de la souffrance et de pouvoir un peu partager par rapport à ces expériences. Mais aussi, c'est une ouverture que je pense que cette vitalité, mais aussi cette diversité est aussi importante dans la littérature. Pas nécessairement sur l'aspect de la fiction, mais aussi de la réalité qu'on peut partager. Parce que si on dit on a envie de voir un ingénieur, écrivain, tout le monde se dit mais est-ce qu'il va parler de la mécanique Mais on peut, derrière nos responsabilités, nos positions, nous sommes d'abord des êtres humains qui ont besoin aussi de partager certaines expériences, mais aussi certains échecs, il faut aussi les dire, et certains succès, qui est important que je pense pour tout le monde aussi de pouvoir comprendre et d'être inspiré. C'est très vrai, et surtout dans des domaines qui nous touchent tous comme la médecine, et encore plus la médecine palliative, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Et si c'est abordé d'une manière aussi originale, à travers les traits des différents animaux qu'on retrouve en Afrique, les cultures rwandaises et africaines. Exactement. En tout cas, est-ce que ce jeudi, il y a ceux qui nous suivent qui peuvent se dire, est-ce que c'est tout le monde qui peut venir, c'est juste les auteurs, ou ce sera un échange qui est ouvert au grand public? Oh, c'est vraiment ouvert au grand public à partir de 15h30. Et là, avec Mme Célis, nous avons essayé de partager, de faire comprendre un peu, parce qu'il faut comprendre la souffrance. Et je pense quelque chose qui est important que les gens comprennent, il y a une différence entre la souffrance et la douleur. Parce qu'on peut avoir une souffrance sans douleur physique et aussi on peut avoir une douleur physique sans souffrance. Mais ça, c'est aussi important de pouvoir comprendre. Souvent, les gens pensent que quand on a une douleur physique, c'est qu'on est en souffrance. Non, pas du tout, parce que la souffrance va au-delà de l'aspect physique. Mais alors, tous les publics, quand on parle de la souffrance, elle touche tout le monde. Tout le monde peut avoir une certaine souffrance qu'on a envie de partager, mais surtout quand on voit un être cher en train de partir, il faut qu'on se dise à quel moment ma souffrance doit être gérée et à quel moment je dois la comprendre. Et je pense que ce livre est à la portée de tous pour cela. Absolument. En tout cas, Dr Christian Nizimila, merci pour votre travail autour de la dignité en fin de vie, ou vivre jusqu'au bout, comme vous aimez le dire. Oui, jusqu'au bout. Oui, vous êtes auteur du livre Concept Safari et vous pourrez donc être retrouvé ce jeudi à l'Institut français en échange avec la célèbre écrivaine Dominique Célis. C'est dans le cadre des rencontres internationales du livre francophone qui se déroulent toute cette semaine à Kigali. Merci beaucoup, docteur. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.